Bienvenue aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le sujet de notre rendez-vous techno, c'est l'intelligence artificielle dans l'industrie. Euh, Avant de juste embrayer directement sur le sujet, je vais juste reparler rapidement du pôle EMC2, parce que je pense que enfin, c'est quand même important en tant qu'organisateur, et puis il y a toujours des gens qui ne nous connaissent pas. Juste pour dire que nous, on est un pôle dédié à tout ce qui est technologie de fabrication. C'est pour ça aujourd'hui que je viens vous parler euh, de l'IA dans l'industrie et l'IA parce que on est aussi impliqué dans un dispositif régional qui s'appelle DIVA, dont je parlerai tout à la fin. Donc, ce qui est important de dire, c'est que voilà, nous, on touche quand même un réseau assez important, on va dire, dans la région, et on milite aussi pour tout ce qui est l'industrie éco-responsable. Voilà. Donc, pour répondre à ces enjeux, on a forcément mis en place une feuille de route, voilà, et notamment l'IA, je dirais, touche plusieurs, que ce soit l'industrie numérique, mais forcément, comme aujourd'hui on va parler, on est forcément dans de la performance industrielle. L'IA, on le retrouve aussi beaucoup dans tout ce qui est l'énergie durable et décarbonée, sur tout ce qui est sobriété énergétique, etc., etc. Donc juste pour rappeler, hein, le pôle, c'est la force du pôle, c'est de vous donner accès à un réseau. Voilà. Vous parlez de technologies clés comme aujourd'hui. Forcément, vu qu'on est lié à tout ce qui est projet et appel à projet, c'est vous donner un accès privilégié à des financements. Et vu qu'on passe notre temps à parler projet, forcément, c'est une expertise méthodologique sur la mise en place de projets. Voilà. Donc, je ne prends pas plus de temps. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est là pour ça et on prend du temps pour ça. Donc, aujourd'hui, notre sujet, c'était l'intelligence artificielle dans l'industrie. Je me suis repris quelques planches que j'avais eu l'occasion de parler lors du West Data Festival dans le cadre de DIVA, en mettant un peu plus de concret et en allant beaucoup plus au but. Donc, l'intelligence artificielle au niveau de l'industrie, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut servir déjà à reconnaître des images, du texte, de la voix. Je vous ai mis une petite image, c'est très explicite, hein, mais maintenant on arrive vraiment à faire des choses comme ça et c'est très performant. Et autant au niveau de la vitesse de reconnaissance, c'est assez bluffant pour certaines démonstrations que j'ai pu voir. Ça peut servir, alors hop, excusez-moi, à traduire des langages. Je ne sais pas si vous avez entendu parler dernièrement, là, il y a la société Agen qui a sorti une, une- une fonction qui permet de traduire directement des vidéos. Ça veut dire on télécharge, enfin, on upload la vidéo sur leur plateforme, on choisit la langue et il traduit automatiquement en faisant aussi bouger les lèvres en fonction de ce qui est dit. C'est assez bluffant. Si vous n'avez pas pu voir ce genre de démonstration, je vous invite à aller voir. Ça montre un peu le potentiel des outils d'intelligence artificielle qu'on arrive à trouver maintenant sur le marché. Donc forcément, tous les jours, on entend en parler, et c'est ça aussi un peu qui a fait l'essor, on va dire, de l'IA pour la grande partie des gens, c'est l'utilisation de ChatGPT et de comment l'utiliser justement pour essayer de trouver des choses, fournir des recommandations. Je lisais depuis ce matin là que ça y est, c'est ouvert, il est connecté à Internet, donc ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des informations sur ce qui se fait dès maintenant et pas sur des informations qui datent d'il y a 2 ans. Et enfin, prendre des décisions. Vous avez peut-être entendu parler, il y a en Chine, il y a une entreprise qui a décidé de nommer une humanoïde intelligence artificielle en tant que PDG d'une entreprise. Donc, comme quoi, on arrive à ça. Euh, je ne sais pas ce que ça donnera. Je pense que aider à prendre des décisions, en tout cas, c'est des outils qui sont faits pour ça. Prendre des décisions toute seule, on verra peut-être au cas par cas. Voilà. Mais en tout cas, le but, c'était de montrer un peu ce qu'on arrive à faire maintenant avec l'IA sans vous faire naître des sentiments de peur non plus, parce que c'est aussi des outils qui peuvent apporter beaucoup d'aide et qui ont beaucoup de potentiel. Le gain qu'on peut en attendre, dans l'industrie, en tout cas, c'est gagner en sécurité, réduire les coûts, hein, et puis accélérer les décisions.
Donc, ce que j'ai pu voir, moi, en tout cas, sur les projets que j'ai pu voir au niveau des adhérents ou à côté, dans l'industrie, c'est au niveau de la fabrication, bah, c'est améliorer la qualité et la contrôler. Voilà. Euh, Augmenter les capacités des robots, faire de la maintenance prédictive. Au niveau de la gestion des flux, bah, c'est tout ce qui est justement gagner enfin, ou dépenser moins en énergie et donc mieux la contrôler. Trouver des solutions pour faire de l'inventaire beaucoup plus facilement, voire automatiquement. Organiser mieux la production, la planifier. Et puis après, au niveau satisfaction client, on commence à avoir de l'aide à la conception. Moi, j'espère en voir encore plus, hein, mais ça, enfin, moi, je commence à voir des choses. Tout ce qui est personnalisation, bah, et puis on entend beaucoup parler de segmentation client hein, pour essayer de mieux comprendre au niveau marketing les types de clients et ce qui est le plus intéressant pour eux pour bah, voilà, leur proposer des produits qui leur conviennent mieux. Et enfin, il y a tout ce qui est gestion des connaissances, c'est bah, aider justement avec toute cette base de données à trouver les documents qui sont intéressants, un peu type moteur de recherche, mais au niveau des entreprises. Voilà. Je termine par une petite citation que j'ai pu trouver justement sur l'IA que Larry Page avait fait, là, le cofondateur de Google. Et je pense que c'est intéressant au niveau industriel, c'est que l'un des grands objectifs en matière de recherche est de faire en sorte que la recherche comprenne vraiment exactement ce que vous voulez et comprenne tout dans le monde. Donc ça, c'est vraiment, enfin, mon point de vue, c'est ce qu'on cherche un peu au niveau industriel, c'est que ça comprenne ce qu'on veut faire et ce qu'on veut faire. Et que, bah, en tant qu'informaticien, nous appelons ça l'intelligence artificielle. Voilà. Donc pour laisser la parole pour le point le rendez-vous techno de ce matin sur le sujet de l'intelligence artificielle dans l'industrie, j'avais convié un binôme qui était Mathieu Ritou, donc maître de conférence à Nantes Université et qui prend part aussi dans le labo LS2N et qui travaille sur tous les sujets de smart manufacturing, qui a pu, bah, il nous l'expliquera, mais voilà, développer dans le cadre d'un projet une solution et l'avantage, c'est que bah, ça a tellement bien marché au fur et à mesure que bah, c'est en train d'être testé côté Airbus Atlantique. Et j'avais aussi demandé à Virginie Charbonnier bah, un peu de nous faire le retour industriel de ce que ça arrive à, ce que ça commence à apporter, les possibilités que ça donne. Voilà, donc Mathieu, je te laisse la main, je te laisse partager. Merci beaucoup, Jocelyn, pour cette introduction, puis pour nous avoir proposé de présenter nos travaux. Est-ce que vous voyez mes slides? On voit les planches. Tu veux peut-être mettre en plein écran, mais ce Ah, sera parfait. oui. Normalement, c'est en Top. plein écran. Bonjour donc à tous. Et donc, bah, merci pour cette occasion de présenter. Donc, comme mentionné par Jocelyn, donc j'appartiens au laboratoire des sciences du numérique de Nantes, dans lequel il y a de nombreuses équipes qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Donc, les équipes qui sont plus dans le développement de nouveaux outils d'intelligence artificielle, par exemple en deep learning, ou, avec Netflix, par exemple, pour l'équipe IP, ou d'autres sur des réseaux bayésiens, etc. Et après, on a d'autres équipes qui sont plus applications d'outils d'intelligence artificielle, tels que dans mon équipe ou l'équipe CPS3, avec qui nous avons collaboré sur ce projet. Et puis donc, bah, je vais co-présenter avec Virginie Charbonnier là, d'Airbus aujourd'hui. Donc, on a travaillé sur différentes applications de smart manufacturing, sur différents procédés de fabrication. Ici, c'est les résultats que je vous présente aujourd'hui, c'est les résultats du projet ANR SmartEMA autour de donc il s'agissait de développer un outil d'aide à la décision par fouille de données d'usinage. Du coup, on va s'intéresser aujourd'hui donc à l'industrie 4.0, et donc c'est en particulier l'exploitation des données numériques lors de la fabrication autour du smart manufacturing. Aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement aux créations de pièces de structure qui sont Ton donc son coupe, Mathieu. Pardon. Mathieu, Mathieu, ton son oui. est pas très bon, il coupe.
Ah, bah, je suis en filaire pourtant. Mais de temps en temps, ton son, tu parles de loin, donc je sais pas où est-ce qu'il est ton micro, mais attention. Ok, bah, je vais me rapprocher de mon ordinateur Là, c'est pas mal. avec ma caméra. Ok, bah, du coup, j'ai parlé tout près de l'écran. Donc, du coup, donc, désolé pour ces petits problèmes de son. Donc, du coup, pour reprendre, donc, ces pièces de structure, donc, elles sont usinées suivant des trajectoires d'usinage, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, avec des machines du coup bah, très, très performantes pour terminer la pièce le plus rapidement possible, donc, en allant vers de l'usinage haute performance. Et donc la particularité des... Donc nous, on va collecter des données de monitoring d'usinage, on va installer des capteurs sur la machine pour voir ce qui se passe pendant l'usinage. Et la particularité des jeux de données lors de ces fabrications mécaniques en usinage, c'est qu'on va avoir des données complexes. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir en bas, je ne sais pas si vous voyez ma souris, si, je montrerai que la souris, je sais. Oui, oui, on Oui, voit c'est bon. là, Ouais, Ouais. on voit. Du coup, en fait, les signaux vont, on va pas être sur des procédés répétitifs tels que si on fait du lissage ou de l'injection plastique où les courbes auront tout le temps la même tête. Ici, les signaux ne vont pas arrêter de bouger, mais non pas en relation avec de l'événementiel, des problèmes qui pourraient survenir, mais tout simplement en lien avec la trajectoire d'usinage qu'on a programmée lors de la FAO, ce que vous voyez sur la vidéo précédemment. Et donc, au milieu de toutes ces variations des signaux, il va falloir détecter quelques très rares incidents. Euh, et donc, on va avoir des jeux de données particulièrement déséquilibrés, ainsi que sur ces productions industrielles en 3.8, des jeux de données qui ne seront pas labellisés, c'est-à-dire que on n'a pas le résultat de la qualité pièce. Par exemple, personne peut noter qu'il y a eu un incident à 3h28 à cause de telle raison, etc. Donc, du coup, on va avoir des jeux de données dans lequel on n'a pas cette information et dans lequel on va devoir deviner tout ce qui s'est passé avec des jeux de données également collectés dans un environnement industriel qui contient du coup beaucoup d'imprévus, donc ce qui accroît la difficulté et nécessite beaucoup de travail au niveau de la préparation des données. Alors, pour aller vers l'industrie 4.0, système pour faire du monitoring sur les machines-outils d'usinage et la collecte de données. Cela, on t'entend encore de loin, Mathieu. ah, je me rapproche à nouveau, pardon. Pour cela, du coup, on va venir instrumenter la broche avec des accéléromètres et récupérer également toutes les informations des capteurs déjà présents dans la machine-outil, tels que les capteurs de puissance, mouvement des axes via les codeurs, les températures, etc. Et toutes les informations contextuelles pour savoir à chaque instant ce que la machine est en train de faire, ce qui sera très utile ensuite pour analyser les données. Ainsi, on va capitaliser un demi-giga de données par jour et par machine-outil de données de monitoring lors de ces productions industrielles avec beaucoup d'informations de contextualisation. Par ailleurs, nous avons et donc ces informations qui viennent de la sienne au début, c'est développé avec des bus de terrain commerciaux, des bus Siemens, etc. Et maintenant, on a également développé les standards de communication MT Connect et OPCUA, ainsi qu'une application, enfin une version du coup pour robots manufacturiers lors du projet européen Coroma. Ensuite, du coup, une fois qu'on a collecté ces datas, donc ça se développe de plus en plus des outils pour collecter les datas. Et l'enjeu, c'est surtout comment exploiter ces données. Et donc, pour exploiter ces données massives il s'agit de développer l'extraction de connaissances à partir des également discovery database. C'est de découvrir des informations intéressantes et cachées. Mathieu a à nouveau un petit problème de micro. Pardon. Vas-y, parle, mais tu es encore assez loin. Je suis désolée, on t'entend Je encore suis très à loin. 5, je suis à 10 cm pourtant de Oui, l'écran. de temps en temps, le son baisse d'un coup, je sais pas. Désolée. Ah, bah désolé pour ces problèmes de son. Alors, donc du coup, il s'agit donc de développer ces systèmes d'exploitation des données au travers d'extraction de connaissances à partir des données. Euh, et donc, c'est un processus qui est en plusieurs étapes, comme vous pouvez le voir, à partir des grosses bases de données qui sont collectées et stockées, par exemple, dans un data lake. Il s'agit de faire tout d'abord de la sélection de données,
de la préparation de données, notamment des bruitages, traiter les données aberrantes, etc., transformation des données. Et ensuite vient seulement une étape de fouille de données ou data mining en anglais, dont le but c'est de détecter des patterns, des choses comme ça, d'identifier des problèmes. Et ensuite, l'expert va pouvoir interpréter ces résultats et prendre des décisions basées sur de nouvelles connaissances. Et donc, c'est un peu différent de généralement, donc ça fait partie de la boîte à outils de l'intelligence artificielle et c'est un peu différent des outils de machine learning, donc apprentissage automatique en français ou par deep learning, dont on entend parler souvent, dont le but est sur une problématique plus spécifique, mais préalablement identifiée, de trouver des solutions au vu de ce qui s'est déjà passé dans le passé. C'est deux outils très complémentaires. Et donc là, on va être plutôt sur de la fouille de données, afin d'exploiter ces données. Donc, c'était l'objet du projet SmartMA, de développer ce système d'aide à la décision basé sur les fouilles de données d'usinage, avec des chercheurs de Nantes Université ainsi que de Centrale Nantes, Europe Technologies, donc qui commercialise le système Ematool, et Mechachrome, sous-traitant aéronautique, structure en a eu, et Airbus Atlantique, joint en on va partir des machines-outils sur les sites de production qui sont donc sur lesquels le système Ematool est installé afin de collecter les données lors des productions industrielles. Et ensuite, on va faire des flux de données basés avec de l'intégration de connaissances et des apprentissages non supervisés en vue de calculer des indicateurs d'aide à la décision en fonction des besoins des différents services pour leur management opérationnel. Donc, par exemple, la programmation ou le bureau des méthodes avoir envie d'avoir des informations sur quel outil pose problème ou dans quel programme on a eu des problèmes. La qualité, ils vont plus s'intéresser à de la traçabilité pièce. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur cette pièce-là? Ou la maintenance, quel est l'état actuel de ma machine? Et donc, on va fournir du coup des KPI différents en fonction des besoins spécifiques de ces différents services. Donc, pour cela, on a développé une stratégie d'exploitation des données reposant sur des agrégations multiniveaux. Donc, on va partir notamment des mesures vibratoires à 5 kHz, mais ça n'aurait pas de sens de collecter ces volumes de données qui seraient beaucoup trop gros et inutiles. Donc, on va faire du traitement du signal en temps réel pour calculer des indicateurs plus pertinents et collecter également du coup, tous les dixièmes de seconde, en gros, toutes les informations issues de la commande numérique. Ainsi, on va collecter un demi-giga de données par jour et par machine type. Donc ça reste relativement volumineux. Donc on va passer par une étape supplémentaire de ce qu'on appelle des smart data, qui vont être des données simplifiées, mais avec davantage de sens physique, et qui permettent du coup d'avoir seulement en gros 50 ou 100 mégaoctets de données par an et par machine, que nous pourrons ensuite faire circuler facilement dans l'entreprise et combiner à souhait en fonction des besoins des différents services pour leur proposer des indicateurs d'aide à la décision, pour les aider dans leur management. Ensuite, on a développé des techniques pour la détection d'incidents en combinant l'intégration de connaissances manufacturières au travers de règles métiers. Et donc, des règles métiers, ça va pouvoir permettre de formaliser des connaissances de l'expert en fabrication, forme d'équation logique, comme vous pouvez le voir ici. Ouais, Mathieu, là, ça a complètement coupé. Je ne sais pas ce que tu as dit. Je sais pas si tu as un casque, du coup, peut-être avec un micro, parce que c'est. Dans mon sac, je peux essayer. Alors, est-ce que vous m'entendez à présent? Ouais, là, c'est mieux. Après, il faut que ça dure. Au pire, il y a le téléphone, mais on faut Ok, commencer. j'ai mis un casque là du coup. Bon, désolé pour ces problèmes informatiques. Malgré l'industrie 4.0 et le c'est pas encore toujours parfaitement au point.
Du coup, donc, pour les outils d'intelligence artificielle que nous avons développés pour la détection d'incidents, donc, sur Ouais, je l'intelligence suis désolé, mais je pense Mhm. que c'est là. Est-ce que tu peux couper ta caméra pour garder du flux de réseau, Ou, peut-être? ou Ce sera peut-être peut-être un par peu mieux. téléphone, hein. Je pense Ouais. que c'est là peut-être pour mieux par entendre pas téléphone, hein, Mathieu. Non, non, on t'entend pas, non. avec le casque non plus. Ah, attends, je vais essayer de t'envoyer le numéro de téléphone. C'est Oui, effectivement, comme quelqu'un vient de le dire, là, de le signaler, c'est la connexion qui pose problème. Ouais, je pense. Mm. Je suis en filière. Ok. Alors, j'arrive pas à Ah. quitter Si tu tapes, l'affichage. regarde, je t'envoie. Alors, Hop, je t'envoie le chat. T'as le numéro de téléphone en fait. Tu peux appeler et te loguer à la réunion par audio. pardon, désolé, Je, excusez-moi je suis pour ces je problèmes suis désolé. informatiques. J'ai coupé le Ouais, c'est vraiment partage pas de parce bol. que ouais, là, j'arrivais pas à quitter la présentation. Hop, ça y est. Et seulement, je peux... Tu veux que je partage? Enfin, moi, j'ai que la version Non, c'est bon. PDF. Faut que je Ok. tape le code pour rentrer. Non, c'est bon. Alors, faut que je coupe le son. Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? Non, c'est top là. Si tu peux Ouais. repartager l'écran, ça sera parfait. Bon, désolé pour ces problèmes. Alors, je repasse en plein écran, si ça veut bien. Voilà. Donc, je reprends ce slide. Oui, c'est bien. Hein. Merci. Alors, attends, j'ai un peu d'écho. Il faut que je coupe mon haut-parleur. Voilà. Donc, alors, les développements d'outils d'intelligence artificielle pour la détection d'incidents reposent sur l'intégration de connaissances manufacturières en formalisant du coup des règles métiers qui vont prendre la forme d'équations logiques comme vous pouvez le voir ici, qui permettent de formaliser des raisonnements que conduirait l'expert. Et ça permet du coup d'avoir des résultats assez robustes qu'on va associer du coup à des apprentissages non supervisés, car comme je vous l'ai dit, on va avoir des jeux de données qui seront non labellisés. En gros, on va devoir deviner quand est-ce qu'il y a eu des problèmes. Et par ailleurs, comme on va être sur de la production industrielle dans des environnements difficiles en 3/8, en 24 heures sur 24, on a développé des critères de monitoring basés sur des modèles mécaniques afin d'être beaucoup plus robustes. Et à partir de ces critères basés sur les modèles mécaniques et ces règles métiers, on va faire du coup de la classification pour détecter des incidents potentiellement à chaque instant. Et on va avoir un certain nombre de seuils à apprendre. Et ça, du coup, on va faire des apprentissages non supervisés par des modèles de mélange de gaussiennes. Par ailleurs, on a beaucoup travaillé sur la contextualisation des données, qui va être très importante. Parce que certes, c'est intéressant de savoir qu'il y a eu un gros problème à 3h28 lors de la production cette nuit, par exemple, mais c'est mieux de savoir qu'est-ce qu'on a été en train de faire, qu'est-ce qui se passait à 3h28. Donc pour cela, on va avoir pas mal d'informations qu'on a connectées directement depuis la commande numérique, mais également, est-ce que vous pouvez dire,
Et du coup, ce qu'on a connecté directement depuis la commande numérique. Et par contre, on va également calculer de nouveaux éléments de contextualisation, notamment en analysant les mouvements de la machine pour savoir à chaque instant quel type d'opération d'usinage la machine est en train de faire. Est-ce qu'elle était en train de faire de plongée, d'être dans un usinage 5-axes, etc. Ce qui va permettre de calculer ensuite des KPI beaucoup plus fins pour dire, bah tiens, il y a eu des problèmes dans cette phase particulière ou systématiquement, quand on est dans tel cas particulier de production, c'est là qu'on rencontre ces problèmes. Donc grâce à cette contextualisation, on va pouvoir avoir des KPI beaucoup plus précis. Alors, du coup, je crois qu'il y avait une question, ou on fera peut-être les questions après. On prendra peut-être les questions à la fin, ce sera peut-être plus simple pour garder le... Alors, et du coup, donc, à base de cette classification basée sur les règles métiers et les agrégations multiniveaux, on va aboutir à différents KPI que nous avons proposés en fonction des besoins des différents services, sur lesquels nous reviendrons sur les planches suivantes. Donc ici, c'est une illustration sur du coup, l'usinage de pièces de structure en aluminium avec un système de production très flexible. Et donc, en analysant une base de données en gros de 200 gigas, qui représente plus de 6 mois de production, où 350 programmes ont usiné 534 pièces avec 80 outils. Et donc, parmi tout ça, il faut du coup exploiter les données et trouver là où il y a eu potentiellement des problèmes ou des choses à améliorer. Et donc, ça permet de pointer, du coup, par exemple, parmi tous ces outils, lesquels ont quelques problèmes de broutement, on en reparlera après, ou d'avoir des indicateurs de traçabilité et de la qualité des productions de pièces, des indicateurs également pour la maintenance, parce qu'on va avoir des signatures de broches quotidiennes qui vont permettre, par de la mesure vibratoire, du coup, d'estimer en gros son usure, voir s'il y a eu des endommagements, comme vous pouvez le voir ici. Et par ailleurs, on va avoir d'autres indicateurs de la performance industrielle, notamment type TRS, OII, ainsi que des indicateurs, on a commencé à développer des indicateurs des performances énergétiques des productions. Ainsi, on a développé du coup intégré tous ces KPI dans le démonstrateur du projet ANR SmartEMA, qu'on a développé suivant une stratégie Edge Computing, comme vous pouvez le voir, du coup, en plusieurs morceaux, avec, en fonction des niveaux d'agrégation des données, en smart data qu'on va ensuite faire circuler dans l'entreprise. Et donc ce système, ce démonstrateur permet de faire toutes ces fouilles de données 100% en automatique, afin de fournir une information directement utilisable par les différents services, directement depuis leurs ordinateurs, dans leur bureau. Avec ce calcul, donc cette collecte de données en temps réel, ainsi que du coup ces fouilles de données automatiques, calcul de smart data qui vont remonter, être combinés en KPI pour l'aide à la décision. Et donc c'est des démonstrateurs que nous avons déployés sur une machine de série d'Airbus Atlantique afin de le tester. Et actuellement, on travaille sur la valorisation et la maturation avec Capacité, notamment la filiale de transfert technologie de Nantes Université. Et actuellement, là, comme on va voir après, là, nous avons un POC pour démontrer les usages avec les opérationnels autour de l'exploitation de ces données. Et donc ce projet, en fait, quelle est la genèse de ce projet? Comment est né SmartEMA? Donc ça résulte en fait d'un enchaînement de plusieurs projets collaboratifs, donc à chaque fois labellisés par le pôle EMC2, avec à chaque fois des thèses de doctorat en parallèle de ces projets collaboratifs. Donc en gros, on a commencé sur le projet FUI Usinae, avec les tout premiers développements, donc avec Airbus et Dassault Aviation, où on s'intéressait surtout aux problématiques de durée de vie de broche. Et donc c'est là qu'on a commencé à instrumenter les machines avec des capteurs supplémentaires et à collecter les données. Et au terme de ce projet, du coup, c'est là qu'on a développé le système EMATools, qui a été, à partir de là, industrialisé, commercialisé par la société Europe Technologies. Et donc on a commencé les premières thèses pour analyser ces données, faire ces fouilles de données. Et du coup, c'était fait en gros plutôt manuellement au début sur le PC du doctorant, puis de manière plus automatisée sur le projet suivant, FUI COSI,
avec Dassault, Figeac Cairo et Mecachrome, qui lui portait plus sur les problématiques d'amélioration de la qualité pièce. Oh là 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 là. Et enfin, du coup, le projet ANR Smart EMA, où là, du coup, on est allé plus loin dans la formalisation de toutes ces KPI et comment bien analyser les données et faire ces flux de données en automatique pour aller vers des indicateurs d'aide à la décision avec toute cette automatisation et qui a conduit donc au développement puis au déploiement du démonstrateur que je viens de vous présenter. Donc, je vais maintenant passer la parole à Virginie autour des usages du coup pour que permette du coup cette exploitation des données. D'accord. Ok. Merci Mathieu. Donc Airbus est impliqué dans ces travaux, donc sur la démonstration de l'intérêt de Smart EMA. Moi personnellement, je suis basée chez Airbus Atlantique à Nantes. Donc voilà, donc il y avait eu un premier travail usinae où Airbus était aussi impliqué pour déterminer les causes et les niveaux de durée de vie des broches qui étaient trop courtes et très variables, et donc les causes avaient été identifiées, et suite à ce projet la durée de vie avait été multipliée par 4, donc montrant l'intérêt de la data analyse et donc de ce support de data analyse sur la résolution de problèmes. Voilà, tu peux passer sur l'autre slide, s'il te plaît. Oui. Vous avez essayé de changer de slide. Oui, pardon, c'est activé. Ouais, donc l'intégration de Smart EMA, donc on a des débuts prometteurs, là, comme vous avez pu comme on peut le dire sur la planche précédente, mais aujourd'hui donc c'est pas forcément facile d'intégrer Smart EMA dans l'industrie. On va voir pourquoi. Aujourd'hui, donc une intégration réussie de notre point de vue, c'est donc en plusieurs leviers. Donc c'est de faire bénéficier le plus possible de personnes et de métiers différents de fouilles automatiques des données sans avoir de connaissances particulières sur la data science, d'avoir une remontée automatisée des datas, donc c'est-à-dire d'avoir une data à jour et de façon automatique vers les différents PC qui intéressent les différents métiers, rendre lisibles facilement les résultats également au travers d'une interface user-friendly qui peut être disponible à son bureau sans avoir à se déplacer dans l'atelier. Donc là, je parle surtout pour les métiers support. Et répondre également aux key process indicators intéressants pour les industriels. Donc là, il va s'agir de la traduction par métier des indicateurs principaux de coût, qualité, délai. Donc dans ce but-là, il y a eu un travail d'échange qui a été réalisé avec chaque métier pour présenter les potentialités du système et quels étaient les attendus de chaque métier vis-à-vis de cette data analyse et du support qu'on en attendait. Donc un exemple simple, le programmeur il va chercher à optimiser son temps d'usinage efficace pendant lequel on va faire du copeau et donc minimiser le temps hors matière. Donc on a déjà des outils de simulation, mais l'intérêt de Smart EMA, c'était de montrer ce qui se passe sur la pièce en réel et qui peut être différent de la simulation suite à des problèmes de coupe ou à du comportement réel de la machine. Donc voilà, donc le programmeur va être intéressé pour identifier les écarts par rapport à ce que peut indiquer la simulation, de mener des analyses sur plusieurs pièces identiques, d'identifier des écarts pour la même pièce, etc. Et vraiment, ça permet de fiabiliser les analyses, identifier les défauts et les causes de ces défauts, et de mener des actions correctives appropriées. Donc sur ces différents points, on est à l'étape des tests, donc à la fois sur les tableaux de bord et sur les key process indicators demandés. Donc là, aujourd'hui, on travaille avec le programmeur et les méthodes, et on continuera avec les métiers qualité, la maintenance, etc. Je peux passer sur la slide suivante, Mathieu, s'il te plaît. Oui, voilà, c'est fait.
Voilà. OK. Il y a un petit délai. Donc, pour tester la fouille de données et les tableaux de bord proposés, donc le démonstrateur est intégré sur une machine-outil, 5 axes série. Et donc, l'objectif est de tester, d'améliorer un cas d'étude qui est restreint, mais qui est représentatif, et d'amener ce cas d'étude à un certain niveau de maturité. Donc, par exemple, on va parler de TRL6, c'est ce qu'on souhaiterait faire là, dans ce cas-là. Donc, la démonstration de la validité du produit et d'un business case positif, selon les critères d'Airbus, pour décider, alors, dans l'ordre de la mise en place, de la mise en série du process, de cette dissémination sur un périmètre défini de l'usinage, donc un périmètre plus étendu, et en troisième lieu, le final, la dissémination sur un périmètre transnational, donc qui va concerner tous les sites Airbus. Donc ce travail se fait avec l'université de Nantes et puis une équipe Airbus, programmeurs, méthodes et projets. Aujourd'hui, on a eu quelques difficultés. Donc d'abord, on a eu le Covid qui nous a empêché donc l'accès aux machines, aux moyens, etc. Hein, tout le monde s'en souvient. Donc pendant un certain temps. On a eu également des problèmes de ressources, notamment avec le départ à la retraite de compétences uniques sur le projet concernant les systèmes informatiques, donc qui sont clés dans cette démonstration. Et de la postdoc côté université qui avait développé le démonstrateur. On a la difficulté aussi d'intégrer des développements dans la série. Le matériel aujourd'hui n'est pas comptabilisé en tant que moyen série, hein, puisqu'on ne l'a pas encore démontré, et donc ne bénéficie pas de l'organisation support métier qu'on peut avoir dans toute industrie. Pour le POC, donc on a choisi une pièce du 320, ce qui nous a permis d'avoir une bonne cadence et un certain nombre de data représentatives. Donc c'est le longeron arrière du 320 qui est une pièce du caisson central de voilure. Et donc voilà, on est en train d'analyser cette pièce. Donc dans ce travail, on analyse les tableaux de bord ou les KPI et on vérifie donc la cohérence des indicateurs en analysant le programme et les données de sortie. Dans ce cadre, Airbus a demandé un développement complémentaire qui permet de contextualiser les événements et de mieux visualiser la data et d'éviter donc des recherches longues pour le programmeur. On voit que ce travail d'analyse permet d'envisager vraiment à la fois les bénéfices de Smart MA et des améliorations futures qu'on pourrait avoir en adéquation donc avec les méthodes et les différents métiers. Quel est l'accueil donc du projet et de la data? Donc l'accueil est très bon lors des présentations. Il est vrai que tous les métiers aujourd'hui attendent des outils d'analyse, un support efficace, qui leur permettent d'améliorer leur performance. À l'heure du numérique, et on parle d'intelligence artificielle, que je mettrai entre guillemets quand même, parce que voilà, donc c'est l'intelligence humaine aidée par de la data. Peu d'outils sont aujourd'hui disponibles pour de la fouille et de l'analyse en automatique. Hein. On parle beaucoup de data, donc on a beaucoup de data, mais aujourd'hui on n'a pas de lecture simple des événements et d'identification des causes en relation avec la qualité de la pièce, par exemple, qu'on peut constater en série. Donc c'est vraiment ça qui nous intéresse et les attendus sont nombreux vis-à-vis de tous les métiers, opérateurs, maintenance, méthode, prog, etc. Tu peux passer à la dernière slide pour moi, Mathieu. Donc, c'est la conclusion. Oui, donc tu peux la faire si tu veux. Bon, comme tu veux. Oui, mais bon, enfin, pour moi, juste une petite conclusion sur les résultats du POC qui sont attendus pour cette fin d'année. Et donc, on aura vraiment une analyse des
différents tableaux de bord, leur pertinence, les possibilités, les limites offertes par Smartema. Voilà, merci. Ouais, merci Virginie. Et donc, pour résumer, hein, donc ce qu'on vous a présenté là, donc il y avait le système EMATool, hein, permettant la collecte de données de monitoring d'usinage au cours de production industrielle, et on vous a présenté là le démonstrateur du projet ANR Smartema, permettant les fouilles de données en automatique et l'aide à la décision, basée sur l'intégration de connaissances métiers, l'intégration de connaissances manufacturières, pardon, au travers de règles métiers associées à des apprentissages non supervisés pour l'agrégation de données en différents indicateurs de performance en fonction des besoins spécifiques de chaque service. Et donc ce projet est un beau succès scientifique avec de nombreuses revues en journaux scientifiques, mais également on est assez loin du côté industriel avec le développement de démonstrateurs opérationnels qui peut être déployé donc sur une machine de série d'Airbus Atlantique afin de le tester. Et puis donc ce POC. Et donc au niveau des perspectives, donc ces outils de fouille de données et puis d'exploitation, comme dit Virginie, ça va permettre de nouveaux usages pour les industriels, pour les utilisateurs, mais également ça amène à de nouvelles problématiques autour desquelles on a commencé à discuter, des problèmes qui ne se posaient pas avant, notamment dans tout ce qui va être management de la data. Qu'est-ce que j'en fais, pendant combien de temps je les garde, etc. En se projetant du coup sur non pas du coup un simple projet collaboratif, mais sur des durées de temps un peu plus longues. Et donc on travaille actuellement donc, sur la maturation et l'industrialisation de cette solution Smartema avec ce POC pour voir les perspectives à avoir autour de développement complémentaire ou de potentiel déploiement. Et puis voir pour d'autres projets potentiels autour de ces problématiques, voir éventuellement si peut-être au travers de projets tels que Diva, si certains souhaiteraient faire des POC avec des outils pour tester ce type d'outils de fouille de données sur des problématiques de production industrielle. Et puis sinon, au laboratoire, donc on a commencé à développer ce type de travaux sur d'autres procédés de fabrication. On a des tests qui ont commencé notamment en fabrication additive, où également on a eu un thésard qui travaillait lui ou d'autres en assemblage, notamment sur tout ce qui est perçage d'empilage, avec un projet ANR en cours, cher à ce sujet. Et puis sinon sur le vissage, on a une thèse avec 2 shooters qui s'est terminée il y a peu. Et donc ce démonstrateur, le système EMATool et le démonstrateur sont également déployés à la JVMA, à la Jules Verne Manufacturing Academy, l'usine école 4.0 nantaise, pour cette fois-ci de la formation de tous, c'est ouvert à tout le monde, pour les former du coup aux nouveaux outils autour des data et des jumeaux numériques notamment. Donc, voilà pour notre présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup Mathieu et merci beaucoup Virginie. Du coup, j'en profite, je rebalaye un petit peu les questions, j'en ai pas tant que ça au final dans le chat. Je pense que la première, c'était Charlie qui demandait si on pouvait un peu repréciser cette notion d'apprentissage non supervisé et qu'est-ce que tu entendais par là? Oui, alors sur un jeu de données, par exemple, si on fait une série d'essais dans l'atelier, sur une machine-outil par exemple, donc on va faire quelques essais avec différents paramètres opératoires par exemple, et donc on va mesurer des signaux pendant chaque essai, donc ça c'est le jeu de données. Et en fait, soit par exemple on a la chance d'avoir un thésard qui peut analyser le résultat de chaque essai et de dire ah bah là l'usinage a été bon, là non c'était pas bon, enfin par exemple en mesurant une tolérance ou peu importe le critère, qui va dire du coup c'est bon, c'est pas bon, là il va labelliser le jeu de données. Dans ce cas-là, on peut utiliser dans la grande boîte à outils de l'intelligence artificielle des techniques d'apprentissage automatique supervisé. Donc il y a c'est les méthodes prédictives. Donc soit en gros il y a tout ce qui est modèle de régression pour prédire une variable quantitative, soit faire tout ce qui est classification, donc, par exemple un réseau de neurones qui va dire l'outil est neuf ou l'outil usé.
Ça, c'est quand c'est supervisé. Du coup, ce qui est classification, c'est en supervisé. Ensuite, quand ça va être en non supervisé, du coup, c'est quand on a fait cette série d'essais, mais que par contre, si on est sur des productions industrielles, par exemple, on n'a pas le résultat. On ne sait pas si quelle pièce était bonne, quelle pièce n'était pas bonne. Dans ce cas-là, on va être sur des méthodes descriptives, sur ces jeux de données non labellisés ou non étiquetés. Et donc, du coup, on va retrouver les techniques de clustering, telles que les méthodes géométriques, comme K-means par exemple, ou classification ascendante hiérarchique, ou des méthodes statistiques, telles que les GMM, Gaussian Mixture Model, ou modèle de mélange de Gaussian. Et donc, nous, c'est ce qu'on a utilisé ici. Et après, à l'intérieur de tout ça, du coup, il y a également, dans les méthodes descriptives en non supervisées, qui vont regrouper en gros des données qui se ressemblent un peu, mais dont on ne connaît pas les classes, en fait. Et il y a également tout ce qui est réduction de données. L'analyse en composante principale, c'est du non supervisé également. Ok, donc du coup, merci. J'ai une autre question. J'ai Henri qui, bon, il n'est pas spécialement, comme il explique, dans le domaine industriel, il pose sa question avec prudence et respect, mais lui, il n'a pas trop vu l'aspect IA dans le projet. Enfin, pour lui, c'était un peu plus data. Peut-être tu peux réexpliquer peut-être un peu la partie sur le data mining, je pense. Oui, bah, dans tout ce qui est. Donc, en effet, c'est principalement des fouilles de données. Donc, généralement, c'est quand même considéré comme de l'IA. Parce que du coup, dans cette grande boîte à outils, suivant ce qu'on veut faire, du coup, là, on a surtout des besoins, comme exprimé par Virginie tout à l'heure, en fouille de données pour et donc faire du knowledge discovery in database, là, vraiment découvrir de nouvelles connaissances à partir de ces grands volumes de données. Néanmoins, pour le faire, du coup, on a de la classification basée sur les règles métiers, comme on l'a vu, avec des apprentissages non supervisés, des différents seuils. Et donc ça, c'est bien des techniques d'IA également. Ok. Et enfin, j'ai une autre Adaptées aux données question. complexes que l'on a. Hein, si on faisait juste mettre un réseau de neurones basique ou comme ça, en fait, ça ne fonctionnerait pas, comme on a des données complexes, dont les signaux de monitoring varient principalement en fonction de la FAO et non pas avec des time series classiques qui évoluent en fonction de ce qui s'est passé juste avant, etc. Là, ça va évoluer surtout en fonction de la programmation de la trajectoire pour venir usiner. Et caché dans tout ça, et on doit détecter quelques événements. C'est pour ça qu'on a développé ces techniques un peu spécifiques, là, du coup, basées sur ces règles métiers, afin d'avoir des résultats très robustes et d'éviter de nombreuses erreurs d'interprétation des évolutions des signaux, pour vraiment détecter quelques très rares événements cachés au milieu de tout ça. Ouais, ce qu'on peut en résumer, c'est qu'au final, c'est en fonction du besoin, il faudra choisir le bon algorithme pour après trouver les résultats qu'on souhaite, quoi. Ok. Et du coup, j'avais une autre question de Laurent qui demandait qu'en termes de classification, avez-vous rencontré des problèmes de datasets déséquilibrés? Oui, comme je mentionnais, du coup, dans ces productions industrielles, du coup, fort heureusement, l'immense majorité du temps, 99,98%, du coup, tout se passe très bien. Donc, tout est OK. Et il n'y a que quelques très rares événements. Donc, comme Virginie a mentionné, par exemple, tout à l'heure, sur les durées de vie de broche, donc on avait suivi 3 broches pendant 3 ans. Et du coup, avec des signatures vibratoires chaque jour pour déterminer l'état de la broche. Et donc, on a détecté, finalement, l'ensemble de la durée de vie de ces différentes broches était piloté seulement par 6 événements, 6 problèmes qui, du coup, pilotaient l'ensemble. Donc, du coup, en gros, un dataset avec 600 observations, il n'y avait que 6 incidents à l'intérieur. Donc, en effet, on a des jeux de données qui vont être très déséquilibrés. Alors, du coup, il y a pas mal de méthodes de classification classique quand on fait des apprentissages supervisés. Par exemple, les réseaux de neurones, tout ça, ça aime bien avoir des jeux de données avec pas tout à fait 50-50 entre les cas qui vont bien et les cas où il y a des problèmes, mais pas loin. Hein, donc, on est d'où la nécessité de choisir des méthodes vraiment adaptées à ces jeux de données très déséquilibrés. Ok. Et comme on va avoir de très rares problèmes également, on doit surtout également utiliser des techniques données adaptées au small data.
Donc, Ok. on revient assez souvent, du coup, finalement, sur des très petits datasets. Comme quand on commence à se centrer sur les rares événements les rares problèmes qu'on va pouvoir identifier au sein de ces bases de données. Et Ok. donc, toutes les Donc, techniques ne correspondent pas, enfin, ne sont pas adaptées au small data. avant de laisser la parole à Florent qui a levé la main, je vais juste finir avec une autre question. Romain H qui nous demandait quelles sont les limites de transférabilité, duplicabilité de la solution en fonction du parc machine propre à chaque industriel. Oui, alors du coup, on l'a appliqué sur 4 machines-outils différentes, euh, et notamment avec un cas d'étude en titane, où là, du coup, sur les productions aluminium, on va tourner très vite, etc. Et donc, on avait surtout fait les premiers développements sur des machines aluminium, et puis on l'a testé également sur d'autres sites, sur d'autres projets avec chez Dassault, et sur celui-ci, donc chez Airbus et chez Mecachrome. Et donc, du coup, les règles métiers, tout ça, ça ne va pas changer. Et dans tout ce qui est transférabilité, ça va être les seuils qui sont utilisés à l'intérieur de la classification basée sur les règles. Donc parfois on peut reprendre les mêmes seuils quand on va aller sur une machine à peu près similaire. Et après sur certaines machines, il faut réévaluer quelques seuils du coup, mais la transférabilité du coup se fait relativement bien. Et du coup ce qu'on a vu dans le projet, qui n'était pas gagné d'avance, c'est que du coup, en le transférant également sur une application d'usinage de titane, où là on va tourner beaucoup plus lentement, il y a pas mal de choses qui sont différentes sur ces usinages de métaux durs. Eh bien, tous les KPI, l'approche d'agrégation multiniveau des données, tout ça, ça a donné du coup de bons résultats. En fait, ça fonctionnait très bien. Ça, c'était du coup une bonne surprise également du projet. Ok, On a pu merci démontrer du Mathieu. coup à Mecachrome sur le site de Sabé, sur Sarthe. Ok, merci Mathieu. Est-ce que Florent t'avait levé la main? Peut-être si tu voulais poser ta question. Oui, bonjour. Tout à fait, merci pour la présentation, hein, Florent Doyel de LGM. Pendant la présentation, vous parlez de détection d'incidents. Je voulais savoir si vous exploriez la prévision également, maintenant que vous connaissez peut-être mieux le comportement des pièces que vous regardez. Par exemple, la prévision de casse de broche. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Et si oui, est-ce que c'est prometteur? Voilà. Mmh. Alors du coup, il y a un certain nombre d'événements qui sont difficiles à prédire. Par exemple, soit on peut avoir des récurrences. Donc c'est à peu près sur cette pièce qu'il va y avoir des problèmes à peu près vers tel moment. Tant qu'on n'a pas modifié la FAO, il y a pas mal de choses qui sont à peu près répétables, même s'il y a des différences. Après, par contre, en effet, du coup, tout à fait sur le suivi de l'état de la broche, du coup, on a développé des critères qui permettent de suivre son évolution, et qui était un autre que j'ai pas présenté ici là dans ces travaux là, mais qui a été publié également là, qui était de la thèse de Côme de Castelbajac, sur lequel du coup on est arrivé à suivre les défauts qui se développaient sur les broches d'usinage. Et notre critère avait du coup une évolution bien régulière, donc ce qui permettait en effet d'aller vers des méthodes prédictives, même si on n'a pas pu aller au bout de la démarche parce que on avait ça prend énormément de temps du coup Ouais, de c'est pas suivre facile, ouais, c'est sûr. des broches. Ça se compte en années la série d'essais, Ouais, bien sûr. et donc du coup on n'avait pas suffisamment de jeux de données pour vraiment valider mais en gros des modèles régressifs auraient très bien fonctionné en effet sur ce critère-là, qui permettait Ok. de détecter des défauts distribués au niveau des déroulements, Hmm. qui est Et très peu vous, détaillé. vous avez parlé également de modèles mécanistes ou peut-être physiques, hein, dans vos études là. Comment, enfin, Oui. vous couplez ça donc entre ces modèles-là et les règles métiers. Est-ce que vous réaffinez du coup vos modèles pour coller plus fort, on va dire, à la réalité de la machine ou de la pièce regardée? Et est-ce que c'est performant également? Nous, c'est des sujets qu'on suit pas mal. On encadre une thèse d'ailleurs là-dessus, pour voir comment au mieux coupler, hein, ces modèles Mmh. physiques pour développer rapidement des solutions de détection slash prévision, quoi.
Oui. Donc les modèles, c'est le slide d'après. Du coup, oh, zut. Bon, c'est pas grave. Les modèles physiques, du coup, que nous allons utiliser, les modèles mécaniques là, utiliser, c'est dans la définition des critères de monitoring, du coup, comment on peut détecter des défauts bien précis. Du coup, les modèles mécaniques vont nous aider à développer des critères de monitoring, notamment par exemple pour le broutement, on sait que ça va être des vibrations asynchrones, et donc on va développer du traitement du signal basé sur qu'on va analyser dans le spectre fréquentiel en faisant du suivi d'ordre pour détecter des fréquences bien particulières en lien avec les modèles mécaniques. Par exemple, on va l'intégrer de cette façon-ci afin d'avoir des critères du coup très robustes plutôt qu'avoir juste des critères statistiques tels que des valeurs RMS, des kurtosis, des choses comme ça. Ouais, bien sûr. Donc par contre, Après, il y a vous d'autres cherchez. travaux où on est sur des modèles avec Airbus notamment, mais c'était une autre thèse qui était vraiment différente pour maîtriser les déformations des pièces liées à la variabilité de leur champ de contrainte résiduelle, où là on allait beaucoup plus loin, cette fois-ci sur la partie modèle physique, pour modéliser la variabilité du champ de contrainte résiduelle, qu'on recalait au vu des datas qu'on collectait sur les comportements des pièces. Là c'était autre chose, c'était pas ce que je vous présentais au Ouais, début. bon, bien caractériser le défaut, quoi, pour savoir ce qu'on cherche. Mais d'accord, merci beaucoup. Oui. Merci Florent. Du coup, merci Mathieu aussi. Je pense que du coup, quand tu as parlé un peu de maintenance prédictive, tu as dû répondre un peu à la question de Laurent. Ça va me permettre de poursuivre pour essayer de ne pas trop déborder sur ce point de rendez-vous techno. Je remercie encore beaucoup Mathieu et Virginie parce que je trouvais ça assez intéressant déjà ce binôme entre la recherche et l'industrie et voir comment justement des solutions d'intelligence artificielle qui pouvaient être très compliquées au début, bah, on voit qu'ils arrivent dans l'industrie et qu'il y a encore un pas, hein, parce que forcément, bah, maintenant, les déployer pour avoir quelque chose qui est TRL9 et utilisé tous les jours, bah, c'est des choses voilà, qu'il va falloir encore avancer dans ce projet. Je voulais en profiter parce que tu en as parlé un peu, Mathieu, juste de lister quelques projets qui avaient été soutenus par le pôle justement sur des exemples d'IA. Donc, tu as nommé justement le projet Cher qu'on a vu passer, mais on a vu aussi passer chez nous au niveau du pôle, hein, et je remercie d'ailleurs les différents adhérents qui m'avaient permis d'en parler. Il y avait le projet Smart FSW HID sur les têtes de soudage à friction malaxage. Voilà, il y avait Acrobat sur la plateforme robotique générique. Il y a la société Atlantique pour faire tout ce qui est économie d'énergie avec des outils d'IA. Airport 2020 par Pilgrim Kit Technology sur une solution de drone autonome justement pour surveiller les zones portuaires. IDEP sur de l'intelligence artificielle voilà, pour faire de la maintenance. Edouard pour aider tout ce qui est développement logiciel. Et puis enfin, je voulais citer Polysémie, hein, voilà, sur tout ce qui était compréhension du langage métier, et c'est aussi des thématiques intéressantes. Voilà. Donc juste, je rebondis parce que ça a été évoqué. N'hésitez pas à nous contacter justement pour quand Mathieu parlait de Diva. Hein, en fait, il y a un dispositif qui a été lancé là et où on est assez actif depuis le début de l'année sur la région pour essayer d'accompagner les entreprises sur le numérique. Le but, c'est voilà, c'est vraiment dédié data IA. Mais de façon plus générale, hein, le but, c'est vraiment d'aider les professionnels des Pays de la Loire à gagner sur l'utilisation et la valorisation des données. Donc n'hésitez pas à me recontacter si vous voulez plus d'informations sur qu'est-ce que c'est que ce dispositif et comment ça peut vous aider. Et ça nous permet aussi, sur plein de thématiques, de vous aider à trouver les bons partenaires pour avancer aussi sur vos projets, parce qu'il y a plein de partenaires sur le territoire qui savent faire plein de choses. Voilà. Pour finir, j'en profite à noter sur vos agendas, là, sur les prochains événements du pôle EMC2. Il y a le 12 octobre, là, donc jeudi, il y a l'Industrie 5.0 qui va se faire avec l'Institut Maupertuis. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Et puis enfin, je voulais vous parler du forum Open Innovation, hein,
Donc, l'événement rassemble les industriels et les offreurs de solutions pendant des temps de pitch et des temps de networking, là, donc le 5 décembre prochain. Donc en 5 minutes chrono, les pitchers ils peuvent venir présenter un besoin industriel ou une techno innovante dédiée au manufacturing. Et la nouveauté de cette année, c'est qu'il y aura un espace exposant. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, tout est mis sur le site internet. Et puis pour les autres événements du pôle EMC2, n'hésitez pas à regarder l'agenda. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on peut clôturer ce rendez-vous. Et puis, je remercie parce qu'il avait quand même eu un bon succès. Il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient inscrites. J'espère vous retrouver à un prochain rendez-vous techno.